Bienvenue à toutes et à tous. Comment comprendre les dérives de la finance internationale et ses impacts sur les économies africaines? Le relèvement des principaux taux directeurs des banques centrales occidentales après des années d'injection massive d'argent liquide a poussé les détenteurs d'actifs obtenus pendant les années fastes à vouloir les vendre par souci de rentabilité ou par souci de liquidité. La conséquence immédiate a été la faillite en cascade de plusieurs banques, dont Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate et Crédit Suisse. Des effondrements qui ont été suivis par des mesures draconiennes des autorités, surtout américaines, pour limiter les dégâts sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux où la spéculation à outrance règne depuis plus d'une décennie avec énormément de conséquences sur les pays en voie de développement où certains acteurs vont rétablir leurs équilibres à travers notamment le mécanisme d'endettement à des taux vertigineux. Les autorités américaines ont assuré que l'État prendra toutes les dispositions pour assurer la disponibilité pour tous les épargnants de l'argent nécessaire. Les Suisses aussi ont pris de nombreuses mesures pour garantir les épargnes, notamment avec le déblocage de 50 milliards d'euros pour les épargnants de Crédit Suisse. La Banque centrale européenne aussi annonce un déblocage important de liquidités pour garantir la stabilité des marchés financiers, alors que beaucoup pensaient qu'il était temps de laisser ce secteur faire face à ses propres turpitudes. C'est sur ce sujet que nous allons échanger avec notre invité. Il s'appelle Abdou Cissé, il est le PDG de Cisco Consulting et Solviseo, un groupe qui fait dans l'actuariat sur le continent africain et bien au-delà d'ailleurs. C'est un ancien des plus grandes compagnies d'assurance en Europe et aujourd'hui il est sur le continent et nous avons le plaisir de le recevoir. Avec lui, nous tenterons de comprendre pourquoi ne pas laisser ces monstres de la finance mourir tous de leur propre mort. Pourquoi vouloir encore repartir vers des injections de liquidités qui paient vraiment le prix de ces spéculations rattachées à peu près à rien du tout? Quelles sont les conséquences réelles sur les États du continent africain de toute cette spéculation mondiale que l'on connaît depuis plusieurs décennies aujourd'hui? Nous allons donc en parler avec notre invité qui est bel et bien installé sur ce plateau, Abdou Cissé. J'ai le grand plaisir de vous recevoir. Merci d'être là. Merci à moi-même de vous remercier et de remercier Afrique Média pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que c'est toujours aussi un plaisir de vous entendre revenir sur des articles que j'ai faits. C'est la raison pour laquelle je suis toujours présent à vos invitations. Alors, Abdou Cissé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes les explosions de bulles sur un actif naissent de la remontée des taux d'intérêt et de la vente massive de cet actif. On peut notamment citer la bulle immobilière européenne de 1987 et la bulle japonaise de 1930. Alors, quel est le mystère des marchés financiers internationaux dans ces crashs qui parfois entraînent surtout les plus vulnérables du monde entier dans des situations les plus incroyables? Aujourd'hui, on aura l'occasion vraiment de revenir sur l'historique des marchés financiers et permettre à nos amis africains de comprendre exactement en fait, dans quel environnement financier nous vivons. Je pense que c'est d'une importance capitale. En fait, nous avons besoin de la finance parce que l'économie a besoin d'être coiffée par un système financier. Donc, tout le monde a besoin de la finance. Seulement, à partir des années 71, lorsque vraiment on a arrêté les accords de Bretton Woods, il s'est passé des choses qui n'ont pas été simples pour les banquiers parce que les taux de change fluctuaient dans tous les sens. À un moment donné, le monde de la finance s'est décidé vraiment d'essayer de créer des produits pour couvrir ceux qui avaient des problèmes de change. Et en créant ces produits, ils ont créé des produits de couverture. Donc, quand tu crées un produit de couverture, tu crées un produit d'assurance. Tu crées une assurance. C'est-à-dire que tu vois un risque et tu essaies de couvrir ce risque par rapport à sa réalisation. Et donc, tu es dans l'assurance. Et donc, c'est là où on a commencé à faire des produits dérivés de change, sur les taux de change. Et c'est là où le problème a commencé, c'est-à-dire que conceptuellement, ce sont les financiers qui ont échangé ces produits. Mais ce sont des produits d'assurance. Comme c'est des produits d'assurance, l'assurance est réglementée. Quand vous pratiquez l'assurance, vous avez une autorité de contrôle qui vous surveille, qui fait en sorte que vous ayez assez de provisions pour pouvoir couvrir vos risques. Et
quand vous êtes dans un marché financier, dans le système bancaire, il n'y a pas d'autorité de contrôle assurantielle qui vous contrôle. Il n'y a pas. Donc au début, ils ont échangé ces produits qu'ils ont appelés des produits dérivés, mais en fait, le mot même produit dérivé n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est des produits de couverture et c'est de l'assurance. Et pourquoi je reviens sur ce mot dérivé? Parce qu'à la longue, on va jusqu'à penser que c'est les mathématiques qui ont créé beaucoup de problèmes. Non, c'est la façon dont on a utilisé les mathématiques qui ont créé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que... Là, vous parlez du calcul stochastique. Enfin, je vais y venir, le calcul stochastique. Là, je suis encore en termes au début de tout ça, c'était le problème de dérivés. Pourquoi? Parce que nous savons tous que sans le calcul différentiel, donc le calcul de dérivés, sans ce calcul, on n'aurait jamais eu des ponts et des routes. Donc le calcul mathématique différentiel, il est d'une importance capitale. Donc nous reconnaissons que les mathématiques ont une place très importante dans la vie de tous les jours. Seulement, quand vous prenez un produit dérivé et que vous en faites un produit financier, vous oubliez le côté assurance. Et c'est oubli de côté assurance qui a fait que les provisionnements et autres n'ont pas suivi et les choses ont explosé. Et comment ça a explosé? C'est qu'ils ont fait des produits dérivés au début sur les taux de change et ça a marché. Les financiers ont gagné beaucoup d'argent. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas les mettre sur les produits de taux comme les produits obligataires? Pourquoi ne pas les mettre sur les actions? Et pourquoi ne pas les mettre même sur des produits de météo? C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à créer des produits dérivés pour couvrir les stations de ski par rapport à la nature de la météo. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est parti comme ça, mais il y a eu quelque chose quand même qui a fluidifié ces histoires de finances de marché. C'est quoi? C'est qu'on a eu la période des années 80 où la découverte d'un processus stochastique, comme vous venez de le dire, d'un processus stochastique qu'on appelle le mouvement brownien, qui est né et qui a été modélisé de telle sorte qu'on a eu la capacité de suivre un cours de bourse. Avant, on suivait les cours de bourse avec des séries statistiques, des modèles ARMA, VAR, mais quand le mouvement brownien est arrivé, c'est un hasard sage, mais il a été très conforme à ce que les gens voulaient pour fabriquer des modèles stochastiques. Et c'est à partir de ce mouvement brownien, mais surtout à partir aussi du calcul d'Ito. Ito est un mathématicien japonais qui a fait une découverte extraordinaire parce qu'il a su différencier une fonction de deux variables dont l'une dépend de l'autre. Et donc, il a révolutionné toute la finance. Donc, tous les produits de couverture ont pu être créés, construits à partir de la formule d'Ito. Et donc, de la formule d'Ito, on est passé à la formule de Black-Scholes, qui crée une couverture parfaite, etc., etc. Et donc, les choses se sont envenimées, enflammées. Mais, derrière tout ça, il y a eu aussi la libéralisation des marchés financiers, la libéralisation des flux financiers, qui a été entraînée. Et vous savez qu'avec Bretton Woods, ce qu'on a fait, on a fait fluctuer les taux de change. Associé à ça, on a eu le fait qu'il y a eu une libre circulation des capitaux. Et maintenant, avec les produits dérivés qui sont créés, on en est arrivé là. C'est comme ça que la finance des marchés est née. Maintenant, derrière cette naissance, si on en était resté à ce qui est concret, c'est-à-dire faire des choses concrètes, c'est-à-dire que quand moi j'ai un risque, je le couvre. Si on était resté seulement là, ce ne serait pas un problème. Seulement, les gens en sont arrivés où ils mettent 1 franc dans la bourse pour gagner 1 franc. Et c'est là où les dérives ont commencé. Et les dérives ayant commencé comme ça, les gens mettaient 1 franc pour gagner 1 franc, la spéculation a commencé à battre son plein, tout le monde y est rentré, surtout les banques. Mais les banques sont réglementées, donc il y a la réglementation BAL 2, BAL 3, et donc il y a des activités qu'elles ne peuvent pas faire en tant que banque parce que la réglementation ne leur permet pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout quand on est arrivé vers les années 2008 et qu'il y a eu la crise des subprimes, beaucoup de banques ont délocalisé certaines de leurs activités dans des entités financières qu'elles ont créées elles-mêmes. C'est-à-dire que des gens qui étaient dans la banque, on les sort de la banque, on les met dans une entité financière et on les fait faire des opérations financières que la banque ne sait pas faire. Que la banque ne peut pas faire parce que la banque, elle est assujettie à des règles. Et c'est là où commence encore la finance de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow banking. Et c'est dans ce shadow banking-là, mais vous avez des multitudes de choses que personne ne peut expliquer. Il faut être vraiment un acteur de marché, être dans les marchés pour pouvoir le comprendre. Et c'est dans ça qu'il y a des opérations
qu'on peut cacher, qu'on peut ne pas montrer, qu'on peut faire du jour au lendemain et qui fait qu'aujourd'hui, les banques dont vous avez parlé tout à l'heure sont tombées en faillite. Et dans l'article dont vous parlez, qu'est-ce que je disais? Je disais que toutes les banques occidentales sont en faillite depuis 2008. Donc si aujourd'hui des SPV, SVP, etc. tombent en faillite, Crédit Suisse, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas étonné parce que pour moi, depuis 2008, il n'y a aucune banque occidentale qui n'est pas en faillite. Et c'est là la gravité. Parce que quand on dit qu'une banque est en faillite, c'est que ses fonds propres sont négatifs. Et quand ses fonds propres sont négatifs, c'est que la banque a du mal à couvrir ses engagements. Et j'ai comme l'impression que le capitalisme a besoin de temps en temps de sacrifier certaines banques. Vous voyez, les banques américaines qui ont été sacrifiées, Crédit Suisse, peut-être pas sacrifié, mais en tout cas racheté, avec maintenant le fait que la puissance publique est venue mettre de l'argent. Donc vous voyez, c'est ça la finance de marché, caricaturisée comme ça, et puis il y a beaucoup de choses dedans qu'on peut expliquer, que vous pouvez lire aussi dans mes articles, et qui font qu'aujourd'hui on en est à cette situation. Alors on voit très clairement que les États occidentaux injectent de la liquidité massivement pour pouvoir sauver certaines banques, même si elles laissent d'autres mourir. Mais toujours est-il qu'elles pérennisent ce système dans lequel il y a une forte spéculation et qui, à la fin, va avoir des conséquences sur les États, sur les pays en voie de développement, parce que ce pouvoir d'achat qu'ils donnent à leurs concitoyens ou alors aux entités économiques de leur espace va être par la suite injecté à des taux assez importants dans des pays comme le Cameroun ou encore le Sénégal ou encore la Guinée, avec des conséquences qui vont être réelles pour ces économies-là, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont être réellement payés et aussi le remboursement va être fait en devises et va venir d'ailleurs permettre à ces pays-là de réduire leur propre déficit par la suite. Alors, ma question est, pourquoi est-ce qu'on laisse faire? Pourquoi est-ce que, notamment, les grands systèmes internationaux, comme celui du Fonds monétaire international, en attendant l'arrivée de celui des BRICS, pourquoi ne pas simplement avoir une régulation qui laisse ceux qui ont fait des spéculations aussi importantes mourir de leur propre mort? Mais c'est une excellente question. Vous savez, là, vous soulevez une question qui explique quelle est la guerre qui existe aujourd'hui dans notre monde. Parce que les gens pensent qu'une guerre, c'est juste quand on a des fusils et qu'on tire. Non. Des fois, il y a des guerres pacifiques, où personne ne parle, personne ne crie, mais on se tape dessus d'une autre manière. En fait, toujours en 1971, l'oligarchie financière a pris la main, a même empêché les États d'aller emprunter de l'argent à leur banque centrale, mais leur a imposé d'aller sur les marchés pour se faire financer. Donc l'oligarchie tient ce monde-là. C'est-à-dire que le monde de la finance domine ce monde et prend même des fois les États en otage. Et quand tu prends un État en otage, cet État ne peut pas se battre avec toi pour te dire, mais voilà, fais ceci, fais cela. Et comment on peut voir cette prise d'otage? C'est qu'on en revient tout de suite à l'actualité. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des problèmes sur le marché financier américain, que fait la Fed? Que fait l'État américain? C'est injecter de l'argent. Alors, il y a une part dans ça, dans les 30 à 40% qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous prenez une partie des retraites des Américains, ça se trouve en bourse. Et comme cette part de retraite se trouve en bourse, l'État n'a aucun intérêt à ce que la bourse se casse la gueule. Donc ça, c'est une des raisons. L'oligarchie a pris sous la gorge l'État américain dans ce sens. Vous prenez l'Europe, en termes de pays anglo-saxons comme l'Angleterre, vous avez la même chose. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? L'Angleterre a nommé une dame Premier ministre. La dame a pris une position qui a fait que les marchés ont attaqué les fonds de pension. Donc les marchés ont voulu être cassés comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On a dégommé le Premier ministre. Donc il y a une oligarchie financière qui tient les États. On n'en est pas arrivé là dans un pays comme la France, mais regardez la réforme des retraites. Et elle vous l'explique, la réforme des retraites, parce qu'il y a tellement de choses derrière qu'on a l'impression qu'il y a une bagarre entre ceux qui veulent prendre les retraites et les mettre dans la bourse et ceux qui veulent que la retraite reste là où elle est et qu'elle respecte les règles de l'art. Donc vous voyez, c'est en ce sens-là. Donc c'est qu'il y a une force au niveau de la finance internationale qui tient les États. Et donc on ne peut pas se bagarrer avec eux. Alors, est-ce qu'on va voir seulement ces forces-là ou alors on va également voir des enjeux purement géopolitiques et géostratégiques? Parce que
ces États aussi en profitent, il faut le dire. Si on prend la dernière injection de liquidités en Europe, ou alors l'une des plus importantes, 2015-2016, voilà, la Banque Centrale Européenne a injecté 1100 milliards d'euros à travers des rachats d'obligations ou alors d'actifs de sociétés privées. C'est ça. Ce qui fait quand même une masse assez importante de liquidités que l'Europe a injectées dans son marché, tout en sachant aussi que cela ira dans les pays émergents et aux quatre coins du monde pour ramener vers l'Europe de la richesse. Alors, est-ce qu'on va dire que les États seulement ici sont pris au piège, ou alors quelque part aussi les États acceptent parfois parce que, sachant effectivement que ce système aussi concourt à assurer, quoi qu'on dise, une certaine hégémonie économique occidentale. Voilà. Alors, vous avez parfaitement raison. En fait, vous avez une réaction en chaîne. Donc, quand on quitte la domination de la finance par rapport aux banques centrales et par rapport aux États, après, on descend sur la chaîne et on tombe sur des États qui, à un moment donné, sont confrontés à des problèmes. C'est-à-dire que quand la France a été confrontée à la faillite de ses banques, c'était en 2007 et 2008, la France n'avait plus quoi faire. Donc, elle a même cassé les relations qu'elle avait avec la Banque centrale européenne. Elle est allée jusqu'à créer une société de financement de l'économie française. Et là, elle a fait un tour de passe-passe qui lui a permis de sauver ses banques. D'accord? Donc, chaque fois que les marchés explosent et autres, les États sont obligés de venir comme des pompiers. Alors, ces injections de liquidités, c'est vrai, quand vous les regardez telles quelles, elles ont même créé les faillites bancaires qu'on a connues dernièrement aux États-Unis, parce qu'on avait un surplus de liquidité, et derrière ce surplus de liquidité, ces banques qui donc, sont arrivées à un moment où on a recommencé à remonter les taux, donc elles n'ont pas pu tenir, et donc on les a laissées tomber en faillite. Maintenant, là où ce que vous touchez là par rapport au fait qu'une bonne partie de l'argent vient chez nous en prêt et retourne, là c'est d'une importance capitale, parce que les États occidentaux, excusez-moi, créent de l'argent et en rachetant les titres de leur banque. Cette créature d'argent alimente un système qui peut aller au bout, c'est-à-dire faire des investissements chez nous. Or, quand tu viens investir chez nous, nous sommes dans un marché économique réel. Et comme notre marché économique est réel, et je pense que le président Biya en parlait même, en disant, mais ces gens-là, ils fabriquent de l'argent, ils viennent, je ne sais pas, je m'excuse, je ne sais pas si c'était le président, mais en tout cas une autorité. C'est le président Biya, le président Paul Biya à New York, lors du dernier New York Africa Summit, voilà, qui a dit très clairement que l'Afrique ne pouvait pas compter sur les marchés financiers internationaux tels qu'on les a aujourd'hui, parce que ces marchés-là ne sont pas réglés pour elle, parce que l'argent qui est prêté aux États du continent africain ou aux entreprises du continent africain ne se déplace pas vers le continent. Ce sont des jeux d'écriture. Mais ce qui est réel après, c'est que c'est le pouvoir d'achat, ce sont les matières premières du continent qui vont te payer, qui vont remonter, et aussi la force de travail des Africains va payer effectivement les intérêts, sur cet endettement-là. Et ça, c'est vraiment du réel, comme vous étiez en train de le dire. C'est ça, et c'est exactement ça. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et c'est ce que aussi certains observateurs ont noté, que moi j'avais dit depuis 2020, que le fait qu'on injecte de la monnaie en achetant des titres au niveau des pays développés, ça créait d'énormes problèmes chez nous, d'énormes problèmes. Pendant qu'eux, ils étaient à des taux négatifs, etc., nous étions dans des taux concrets. Et donc, je peux prendre un exemple. Vous prenez l'AFD qui vient ici prêter de l'argent à qui que ce soit. Entre 2016 et 2021, l'AFD, si l'AFD a pu lever de l'argent en France, c'est à des taux très bas. Mais est-ce qu'ils nous ont prêté ici à des taux très bas? C'est-à-dire que nous n'avons même pas bénéficié de la baisse des taux d'intérêt. Donc c'est ce qui explique que le système pose problème. Mais ça, c'est ce que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est que le FMI a pour rôle de jouer, a un rôle à jouer dans ce domaine, qu'il faut réguler le système monétaire, le système financier international. Et c'est ce qui n'est pas fait, ce que la plupart des Africains dénoncent très souvent.
À l'ouverture des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2020, une causerie débat s'est déroulée à Washington entre les deux dirigeants voilà, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale voilà, au sujet des solutions pour affronter les multiples risques dans un environnement volatile. Dans son interview, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, a critiqué l'achat des obligations par les banques centrales des pays avancés au détriment des pays en voie de développement. Seulement, voilà, dans votre article publié le 30 avril 2020, intitulé La France ne peut pas refuser à la zone franc CFA des pratiques monétaires qu'elle met en œuvre depuis 2015. Vous aviez mis en lumière les mêmes critiques en précisant que c'était une raison pour annuler les dettes des pays en voie de développement, car celles des Européens auprès de leur banque centrale étaient annulées par principe. Alors, quel argumentaire pour soutenir vos propos aujourd'hui quand on sait que la dette actuellement est d'une pression énorme sur le développement des États du continent africain? Alors, quand David Malpass, M. David Malpass dit que ce n'est pas normal qu'on laisse les Occidentaux créer de la monnaie, faire de l'injection, faire du QE, parce que ça crée des problèmes chez nous en Afrique, ce qui me réjouit, c'est que David Malpass l'a dit en 2022, nous l'avons écrit dans un article en 2020. Et pourquoi je l'avais écrit en 2020? Parce que certains chefs d'État, quand il y a eu les 3 cracks boursiers de 2020, sont sortis pour dire que, vu l'injection de liquidité qu'il y avait en Occident, on devait annuler la dette des Africains, dont Macky Sall. Donc je les ai appuyés, parce qu'ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Qu'est-ce que c'est que le QE? C'est-à-dire que la France, l'Allemagne, le Portugal, les pays de l'Europe, ont des courbes de dette. C'est-à-dire que s'endettent d'une période à l'autre. Et donc, quand leur dette arrive à échéance, qu'est-ce que ces pays doivent faire? C'est regarder le montant qui était emprunté, parce qu'entre-temps, ils ont payé des intérêts, mais quand la dette arrive à échéance, ils doivent prendre le montant et payer aux créanciers. C'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, le quantitative easing, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand la France a une dette qui arrive à échéance, au lieu qu'on attende que la France se réendette pour le payer, la Banque centrale lui dit non, à qui tu devais la dette? La France lui dit, allez, je devais ça à la BNP ou je devais ça à la Chine. Il dit, bon d'accord, tu me donnes les titres, tu me les donnes, et moi, je paye la BNP ou je paye la Chine. Je lui paye de l'argent. Vous voyez? Donc, on rachète les titres. Alors, quand ces rachats-là ont été faits, l'Europe a commencé réellement en 2015. Les États-Unis ont commencé un peu après 2008, comme ça. Et donc, ces rachats-là ont été massifs. Mais quand la Banque centrale rachète des dettes de l'État français, elle garde les titres. Donc, la France, elle doit à sa Banque centrale. D'accord? Elle doit à sa Banque centrale. Le problème, c'est que quand tu dois à tes parents, sauf vraiment que vous ayez des problèmes entre vous, mais tes parents, en tout cas la dette que tu dois à tes parents n'a pas la même envergure que la dette que tu dois à la banque. Parce que la banque, si tu ne payes pas, il y a des problèmes. Mais tes parents, tu peux toujours négocier. Alors avec la Banque centrale, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que la Banque centrale, dans sa vocation, elle ne peut pas reprendre les titres-là de la France et les revendre. Parce qu'elle ne peut pas. Son statut ne lui permet pas de revendre les titres. Au pire des cas, c'est la France qui doit avoir de l'argent et reprendre ces titres en payant à la Banque centrale. Mais vu le contexte dans lequel nous vivons, quand est-ce que la France va avoir de l'argent? Ça fait 40 ans que la France est en déficit chronique. Donc, quand la BCE détient des titres de la France, mais la dette de la France là ne sera jamais remboursée. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Elle ne sera jamais remboursée. Oui. Jamais, donc c'est une dette qui ne sera jamais remboursée. C'est une dette de facto qui est annulée. Et donc, comme ça se passe comme ça, et que nous, on n'a pas une relation avec nos banques centrales qui nous permettent de faire des injections monétaires de ce type, on dit, bon d'accord, nous, la dette qu'on devait, elle n'a pas de sens. On doit l'annuler. Et c'est là où les États africains avaient raison. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de lobbying peut-être, ou peut-être ils ne se sont pas défendus, parce qu'il y a d'autres pays, il y a certains pays qui ont dit « Ah non, une dot, si on ne la rembourse pas, ça fait ceci, ça fait cela ». Voilà pourquoi même j'ai envisagé, comme on en a discuté la dernière fois,
de donner une démonstration comme quoi la dette africaine n'existe pas, quoi. Vraiment, elle n'existe pas. Et on pourrait vraiment l'annuler. Et ces injections de liquidités, en dehors de le mettre en face de nos dettes, il faut aussi le mettre en face de l'argent qui s'amène ici en investissement et qu'on doit le rembourser un jour dans des conditions normales, c'est-à-dire on paiera des devises, on paiera des matières premières. Vous affirmez très clairement qu'avec le quantitative easing, les États occidentaux règlent leurs problèmes internes, leurs problèmes économiques internes, et se donnent des moyens maintenant d'aller à la conquête du monde via les multinationales et autres investisseurs de leur zone qui investissent aux quatre coins du monde entier. C'est exactement ça. Mais pourquoi dans ce cas-là, nos banques centrales ne pourraient pas faire de même? Alors, qu'est-ce qui les bloque? La dernière fois qu'on s'est rencontrés, quand j'ai présenté le modèle monétaire que j'ai proposé, c'est une façon de demander à la Banque centrale de tenir compte de ce que ces gens font et de nous aider à régler nos problèmes. Le modèle monétaire, il demande à ce qu'on crée une société spécifique qui sera intermédiaire entre nous et la Banque centrale et qui va financer les grands projets de nos États. Donc c'est une façon de demander à la Banque centrale de changer de camp. Le problème, c'est que nous avons des banques centrales qui, aujourd'hui, ont des mandats, respectent leurs mandats. Personne n'en disconvient. C'est une bonne chose. Mais on en est arrivé à un point où, depuis 1960, on n'arrive pas à régler nos problèmes. Depuis 1960, nous n'arrivons pas à financer nos grands projets. Et comme on n'arrive pas à financer nos grands projets, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie monétaire, à mon avis, je l'appelle orthodoxie parce que je ne vois pas une autre façon de le définir, qui consiste à dire qu'il va y avoir un moment où la Banque centrale doit participer au développement des nations. Et dire qu'une banque centrale doit participer au développement des nations, donc elle doit faciliter le financement de certains projets. Ça, je pense que c'est obligatoire, il faut vraiment qu'on en arrive là. Parce que là, on a essayé depuis 1960 à faire des ajustements, ça n'a pas marché. Dans les années 71, depuis les années 71, on essaie de s'endetter, ça ne marche pas. Et même là, vous avez parlé de David Malpass, M. David Malpass, d'octobre, mais leur rencontre de la semaine dernière, le président le docteur du FMI a dit que franchement, il ne voit pas de solution pour le développement des pays. Il faut qu'on trouve des solutions. Donc voilà pourquoi nous, on prend nos devants, on propose des solutions. Et il est libre à nos États d'en prendre compte et d'en prendre conscience. J'ai été très, très, très séduit, mais vraiment très heureux même, de voir que des intellectuels du Cameroun m'ont invité la semaine dernière à venir présenter ce modèle. Un modèle qui est écrit depuis 2010 et qui fait encore l'objet aujourd'hui, qui a été écrit, excusez-moi, depuis 2017, qui fait l'objet encore aujourd'hui de discussions, de présentations. Ça fait plaisir. Dans ce modèle, très clairement, les banques centrales pourraient mieux exister. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une banque centrale ne peut pas émettre de la monnaie quand elle le souhaite, je veux dire pour remplir les missions qui sont siennes, notamment d'accompagnement du développement économique. Nous sommes toujours à ne produire que de l'argent que nous pouvons disposer en monnaie étrangère, et donc dans une prudence sur l'inflation malheureusement qui nous plombe depuis de très très longues décennies. Et on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que le politique se lève pour permettre à nos banques centrales finalement d'être des banques centrales véritables, c'est-à-dire avec la capacité de financer par une émission monétaire, de financer le développement par une émission monétaire en fonction des besoins. Alors ça, il faut que les Africains ils se prennent en main. Il faut vraiment qu'on se réveille tous, comprendre. Parce qu'il n'y a aucun pays dans ce monde-là qui s'est développé en s'endettant. Je ne vois pas. Si quelqu'un voit, il n'a qu'à me dire. Moi, je ne connais pas un pays qui s'est développé en s'endettant. Ce dont vous parlez, quand vous regardez la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en dehors du plan Marshall où l'on a prêté de l'argent à la France s'est développée avec l'appui de sa banque centrale. La France mettait en place des projets, elle en parlait à la banque centrale débloquait l'argent, on finançait les projets. Et ça, ce n'était pas considéré comme une planche à billets. Pourquoi? Parce que la France avait des projets réels. C'est-à-dire que les projets, quand on les réalisait, il y avait une finalité. C'est-à-dire que quand tu réalises beaucoup de trains pour SNCF, d'accord,
etc. Quand tu fais des lignes électriques d'EDF, etc. Mais au final, les gens vont consommer et donc de l'argent va être créé. Donc il y a une production réelle, économique, de l'argent va être créé et donc l'autre argent qui a été prêté peut être détruit. Donc il faut qu'on se réveille et qu'on demande à nos banques centrales de nous aider à faire ça. Parce que moi je ne vois pas une autre solution. À part mobiliser l'argent qui est chez nous, bon, c'est vrai, ça c'est un autre sujet, on pourra en débattre une prochaine fois. Mais vraiment, sans que les banques centrales ne concourent au développement, j'aurais beaucoup de mal à voir comment on peut sortir de nos problèmes africano-africains que nous vivons aujourd'hui. Alors tout à l'heure, j'évoquais la géopolitique et peut-être même quelque part l'intelligence économique. Est-ce qu'il est du ressort des États occidentaux de permettre que les pays en voie de développement puissent avoir accès aux capitaux, quand on sait que ces capitaux également pourraient leur permettre de capter beaucoup de technologies et donc se développer tout court. Et comme toutes les matières premières se trouvent sur leur sol, cela serait forcément un handicap pour les États qui disent posséder les capitaux et aussi la technologie et qui essaient un peu d'avoir un certain, de construire une puissance internationale à partir de cela pour améliorer le train de vie de leur population. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas ici voir le problème purement sur le plan géopolitique? Parce qu'on ne peut pas dire que dans nos banques centrales, il n'y ait pas des compétences capables de gérer un tel processus. Non, mais la géopolitique, il compte beaucoup dans ce domaine-là. Et vous avez parfaitement raison. Et quand on se revient vraiment à cette géopolitique, on peut se poser des questions de savoir, mais quand nous, nos chefs d'État rencontrent leurs partenaires à l'international qui font partie des G20, G5, G7, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils se disent ensemble? En tout cas, l'idée n'est pas que ça doit partir des Occidentaux pour venir chez nous. C'est à nous d'exprimer le besoin. Je pense que c'est à nos chefs d'État, donc là, on doit faire notre géopolitique à l'africaine, c'est à nos chefs d'État de s'entendre sur certaines choses et de dire que bon, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Maintenant, on en fait part à notre banque centrale. Mais c'est que quand tu es dans la zone franc, le seul problème, c'est que notre banque centrale est liée à la France. Vous voyez, donc si les gens demandent à essayer de sortir de cette liaison, ce n'est pas pour rien. C'est lié. Donc si notre banque centrale doit faire quelque chose, il faut d'abord qu'on regarde ses statuts, ses mandats. Et dans ces mandats, il y a un lien avec la France, il faut qu'on demande à la France. Donc c'est à nous aussi d'expliquer à la France ce qu'elle est en train de vivre, comment elle s'est débrouillée pour sortir de la crise Covid, comment elle s'est débrouillée pour se financer après la Deuxième Guerre mondiale, et que donc, nous, on doit avoir les mêmes capacités. Il n'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de faire comme la France. Parce qu'il n'est écrit nulle part que la France est plus riche que nous. Ça, c'est une conception. La richesse, le développement, c'est une conception à l'occidental. C'est les Occidentaux qui savent ce que c'est riche et pauvre. Parce que nous, on n'est pas pauvres. Nous, les Africains, on n'est vraiment pas pauvres. On s'entraide tout le temps. On est démunis, mais on n'est pas pauvres. Mais eux, c'est eux qui disent que la pauvreté, c'est quand vous n'avez pas $2, 1 000. Ça, c'est leur critère. Mais soyons sérieux. Notre tante qui est là en bas, là, au boulevard d'Aqua, et qui vend des avocats tous les matins, mais elle n'est pas pauvre. Elle se bat. Le seul problème, c'est qu'elle est dans un environnement où, depuis qu'elle est née, on ne l'a pas monétisée. Depuis qu'elle est née, les Africains naissent et personne ne les monétise. Et pourquoi j'ai fait ce comparatif? C'est que quand un enfant naît en France, on le monétise. Qu'est-ce que c'est que monétiser un enfant? C'est qu'on commence à verser à ses parents des allocations familiales. Et quand un enfant naît et que ses parents sont aisés, même pas aisés, que ses parents gagnent correctement leur vie, et si l'État paye 150 € pour l'enfant et qu'on lui ouvre un compte, on met ces 150 €, regardez, quand l'enfant a 18 ans, le minimum qu'il a dans son compte, c'est 450 000 €. Donc on monétise les personnes. Ici, on ne monétise pas les gens sous prétexte qu'on n'a pas d'argent. Il est écrit nulle part que la France a de l'argent. Donc il faut qu'on se réveille, c'est juste. C'est juste un problème de prise de conscience. Et quand on parle d'argent ici, l'argent, tel que nous l'abordons ici, créé avec du quantitative easing, c'est uniquement des écritures. C'est des écritures. Mais qui donnent les capacités, déjà en termes de formation de la personne, et aussi en termes d'investissement. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on prive les Africains des écritures qui pourraient leur permettre de mieux se former et par la suite de pouvoir investir et d'être rentables à leur pays. Ça, c'est un combat que nous, les Africains, nous devons mener.
L'Afrique dispose d'énormément de ressources naturelles. Il y a des matières premières dans le monde dont nous détenons de très loin les plus grands gisements. L'Afrique détient également un capital humain avec une énergie qui est puissante, qu'on peut sentir quand on traverse les capitales africaines. Les gens sont déterminés à travailler, mais sauf que le manque de capital fait en sorte qu'à la fin, ils sont un peu comme enfermés quelque part. Ils ont beau se battre, mais il y a des niveaux qu'ils ne pourront pas atteindre, notamment en termes de développement du capital. Et donc, à la fin, ils disparaissent tout simplement. Et tout a été réglé pour qu'il en soit ainsi. C'est ça. Et voilà pourquoi, à un moment donné, il faut qu'on fasse revenir la solidarité. Vous savez, quand je regarde dans beaucoup de pays africains, comment les gens se débrouillent. Les gens qui n'ont jamais été appuyés de leur naissance jusqu'à maintenant, ils se débrouillent, ils n'ont jamais été appuyés. Quand je regarde ça, je pense aux engagements sociaux d'un État. Parce que quand vous prenez n'importe quelle constitution des pays africains, si vous allez dedans, vous lisez, vous allez voir en quoi l'État est engagé envers le peuple. Mais nos États africains n'ont jamais respecté leurs engagements envers le peuple. Et donc, on peut jouer sur ça. On peut jouer sur le fait qu'on doit parler au FMI, Banque mondiale et la France qui nous tiennent un peu, leur parler pour qu'ils prennent conscience que si les États veulent remplir leurs engagements, il faut un mode de financement qui est différent de l'endettement qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est une prise de conscience. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Maintenant, si un État a besoin qu'on écrive un texte qu'on va présenter à la Banque mondiale et au FMI, mais pourquoi pas? Mais ma question à Abdou Cissé, c'est est-ce qu'un jour ils accepteront? Parce qu'on dit que l'Afrique est pauvre, mais il y a un paradoxe. Plus de 5 milliards de dollars chaque mois comme service de la dette, c'est-à-dire que nous envoyons 5 milliards de dollars au monde entier, principalement en Occident, pour payer des intérêts sur de l'argent virtuel qui a été créé et qui a été, qui ne s'est même pas retrouvé chez nous, mais par des jeux d'écriture, on nous a dit que cet argent était investi chez nous. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut sentir qu'il y a une prédisposition à de l'humanisme ou ne serait-ce qu'à une sorte de sympathie universelle qui pourrait venir ici nous aider? Est-ce que réellement on n'est pas uniquement dans une situation de guerre économique? C'est une guerre. On vit une guerre économique. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une vraie guerre économique. Parce que l'Occident est conscient aujourd'hui que sans venir nous piller, elle va disparaître. Elle va disparaître. Elle le sait très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a en face d'elle, les pays occidentaux ont en face d'eux, un bloc créé par la Chine et la Russie, qui, eux, ont eu l'intelligence de sortir du dollar. Ça c'est très important. Dans les années 2007, 2008, comme ça, ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas continuer à commercer avec le dollar. Et quand 2008 est venu, ils ont eu des problèmes de liquidité, ils ont eu des problèmes, ils n'avaient pas assez de dollars pour échanger entre eux. C'est là où la Chine et la Russie ont pris conscience de créer un petit système chez eux qui leur permette de sortir du dollar. Mais en faisant confiance à un pays, c'est la Chine, avec son yuan. La Chine leur a dit, si Taïwan doit vendre à la Russie ou truc, ne vous fatiguez pas. Échangez, faites l'échange en yuan. Et après, quand il s'agira au final de transformer en dollars, moi j'ai des dollars parce que j'ai les... Elle détient une très grande partie de la dette américaine. Ben voilà, c'est ça. Oui. Donc elle a assez de dollars. Donc si au final on doit sortir des dollars, moi je vous les donne. Et donc en commençant comme ça, ils se sont dédollarisés. Ils sont sortis de l'engrenage du dollar. Et donc l'Occident est conscient maintenant que le dollar va perdre son hégémonie. Mais en tout cas, le dollar ne peut plus continuer à être à un niveau d'hégémonie comme avant. Et donc, cet Occident-là se dit maintenant, il y a une pression sur l'Afrique, il faut continuer. Mais c'est à nous maintenant. On peut avoir une pression, mais on peut avoir quand même le courage de discuter avec ceux qui nous pressent pour leur proposer des solutions. Et cela, ça vient maintenant de notre géopolitique interne africaine où on décide ensemble, vraiment, de prendre des mesures ensemble et d'aller en face d'eux, de discuter avec eux. Alors, Abdou Cissé, on en parle parce que
la liquidité arrive, les banques centrales occidentales vont encore injecter beaucoup de liquidités. Les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais on l'a suivi, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle injectera ce qu'il faut pour stabiliser les marchés financiers en Europe. La banque, la Fed, aux États-Unis également, dit qu'elle prendra toutes les mesures pour qu'aucun Américain ne perde son épargne ou alors ses acquis sur ces marchés financiers tels qu'on l'a vu, notamment lors de la chute donc, de SVB. Donc l'argent arrive, mais que vont faire les États du continent? Est-ce que cet argent viendra encore ici nous appauvrir davantage? Parce que le réel se trouve en Afrique et dans les pays émergents. Donc cet argent va venir encore une fois de plus ici. Alors est-ce qu'on va attendre sans rien faire? Ou alors s'il faut agir, que faut-il faire? Alors la question est tellement importante qu'il faut expliquer qu'une partie de l'argent va venir ici, mais il y a une autre partie de l'argent qui reste dans les marchés. Donc il faut qu'on explique cette autre partie de l'argent qui reste dans les marchés, elle sert à quoi? Et après on pourra mieux comprendre, mais la partie d'argent qui vient chez nous, quel type de perturbation ça apporte chez nous. Alors, quand vous voyez ces injections de liquidité, il y a une bonne partie de cet argent que les banques et les institutions financières, d'accord, vont utiliser pour spéculer dans les marchés financiers. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du shadow banking, et il faut aussi qu'on apporte un peu plus de précision, c'est-à-dire que en dehors des banques classiques, vous avez d'autres institutions financières qui sont des hedge funds, des fois créés par les banques, etc. Vous avez des assureurs, donc beaucoup d'autres entités financières qui échangent des produits financiers dans les marchés et qu'on ne peut pas voir dans leur bilan. Parce que ces produits sont inscrits dans le hors-bilan. Seules des parties de leurs bénéfices qui sortent sont mis dans les comptes de résultats de leur maison mère. Mais grosso modo, c'est du hors-bilan. Et la BRI, la Banque internationale des règlements, qui est la banque centrale des banques centrales, dans son dernier rapport, avait dit que dans cet environnement opaque de la finance sombre-là, il y avait plus de 97 000 milliards de dettes là-dedans, qu'on ne peut pas voir dans les bilans des banques, etc. Donc, ce qui conforte encore le fait qu'il y a des dettes qui ne sont pas provisionnées, donc qui explique comment les banques occidentales sont déjà toutes en faillite. Tu vois bien? Parfait. Alors, et la BRI disait que mais ce montant de dette est colossal et c'est tellement dangereux qu'un jour ça peut péter chez eux. Vous voyez? Mais il y a un terme sénégalais qui dit tu enterres l'hyène et tu le déterres. C'est-à-dire que l'hyène, tu l'enterres, tu le déterres. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un crédit, pour le rembourser, tu fais encore un crédit. Donc, c'est pire que le revolving. Parce que le revolving, c'est le même crédit. Chaque fois que tu rembourses, tu as la capacité d'emprunter. C'est encore grave, mais l'enterrement de l'hyène et le déterrement de l'hyène, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que quand la dette arrive à échéance, et tu contractes une autre dette autre part, tu viens, tu le boucles et tu continues. Tu vois, ils font comme ça. Et donc, ils tiennent toutes leurs institutions. Mais dans la réalité, si on était en mesure correcte, mais quand on les regarde, la plupart de leurs institutions sont en faillite. D'accord? Mais ça ne les empêche pas de manger, de boire, d'avoir de l'argent, de payer des traders des montants très chers, de payer des directeurs de banque des montants très chers, tout ça. Mais ils en sont tous conscients. Donc, la partie qu'ils nous amènent ici, c'est un des prêts, très souvent. Ces prêts, nous, quand on les rembourse avec de l'argent réel. Parce que soit le Cameroun va donner son pétrole, soit le Burkina donne son coton, soit on trouve des devises pour pouvoir les payer. C'est ce qui fait que nos banques centrales se battent souvent pour avoir des devises. Et donc, vous voyez cette inégalité de traitement. C'est ça qu'il faut que nous, on se débrouille pour arrêter. Et pour l'arrêter, ce n'est pas en faisant la guerre, c'est en leur montrant que maintenant, nous avons pris conscience, nous savons que pour sortir de nos problèmes, nous avons des moyens de le faire. Voici les moyens et on discute avec eux. Mais on apporte la solution. C'est pour ça que je me bats avec des modèles monétaires, avec des plans de financement. Je me bats en faisant passer le message comme quoi on a créé la microfinance
en Afrique pour aider les petites et moyennes entreprises, ça n'a pas marché. Parce qu'on leur donne des crédits à très court terme avec des taux très élevés, ils n'arrivent même pas à réaliser leur projet. Je me bats maintenant en faisant comprendre que sans la micro-assurance, la microfinance ne marchera pas. Ça, on apporte des solutions. Voilà pourquoi il faut être dans les solutions. Et donc, il faut que nos États prennent conscience qu'il faut proposer des solutions. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'argent, de la dette cachée de toutes ces de ces grands groupes mondiaux qu'on voit en Occident et peut-être aussi un peu dans d'autres pays développés du monde. Un peu plus de 90 000 milliards de dollars. Alors, à partir de là, on se pose des questions, notamment sur l'un des ressortissants du continent africain, Tidjane Thiam, qui a été célébré comme étant l'homme qui aurait tout donné au Crédit Suisse, redressé le Crédit Suisse, qui lui aurait permis d'atteindre des niveaux de rentabilité assez exceptionnels. Mais sauf que le même Crédit Suisse, pendant qu'il est encore célébré, Tidjane Thiam, le même Crédit Suisse s'est avéré être une coquille vide quand les taux directeurs ont été remontés. Alors finalement, qui est le bon dirigeant? Est-ce celui qui enterre une bonne partie de la dette et qui convertit par des formules assez complexes, le reste en bénéfice pour une entreprise qui dit faire du bénéfice qu'elle ne fait pas? Ouais. En tout cas, c'est une question pertinente, mais je pense que quand vous aurez l'occasion de poser la question à M. Thiam, je pense que lui-même, il donnera une réponse succincte. Moi, à mon niveau, ce que je peux dire, en tout cas avec M. Thiam, c'est quelqu'un que nous tous, en Africains, nous respectons beaucoup. C'est notre ressortissant, on a vu tout son parcours et tout. Mais moi, je dis que depuis 2008, toutes les banques occidentales sont en faillite. Donc, si M. Thiam était là-bas entre 2008 et maintenant, en tout cas, il a été là-bas à une période où la banque était en faillite. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand une banque a des fonds propres négatifs, elle est en faillite. Et qu'est-ce qui fait que la plupart de nos banques occidentales ont des fonds propres négatifs? Parce que la réglementation qui leur demande de provisionner leurs pertes, si cette réglementation-là avait été appliquée strictement, ils ont des pertes qui sont cumulées dans l'interaction entre le bilan et le hors-bilan, qui très souvent ne sont pas provisionnés. Et s'ils étaient provisionnés, on aurait vu tout de suite qu'ils sont en faillite. Donc, c'est vrai, le cas de Crédit Suisse quand même est un cas, mais c'est un cas particulier qui pouvait se poser la question de savoir qu'une banque comme Crédit Suisse est en faillite. Mais ce qu'il faut regarder derrière, c'est la manipulation, les actions qui ont été menées pour soulever la banque. C'est pour ça que les États africains doivent se réveiller. Regardez, vous avez une banque qui a des actionnaires. Et l'un des actionnaires se réveille un bon matin pour dire que si vous avez des problèmes, je ne vais pas sortir de l'argent. Et donc, on voit les failles de la banque. La banque tombe, on prend une autre banque suisse qui est un peu plus solide, on lui demande de racheter. Mais avec ses actions. Avec ses actions. Mais c'est surtout ça. Mais c'est qu'on lui demande d'acheter, mais on lui donne une puissance publique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la Banque centrale injecte de la liquidité, 50 milliards pour que la banque puisse être rachetée. L'État suisse s'y met pour soulever une banque. Nous, on a des peuples qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ont des problèmes. Personne ne lève le doigt pour qu'on nous relève. Posons-nous cette question. Et à chaque fois, on nous rappelle qu'il faut lutter contre l'inflation. Alors, est-ce que la masse monétaire actuelle, et d'ailleurs vous le relevez aussi dans plusieurs de vos articles, la masse monétaire actuelle en circulation ne représente pas la richesse et les capacités de création de richesse des peuples du continent, même pas les réserves naturelles dont nous disposons. Alors, définitivement, comment comprendre donc qu'on nous refuse les écritures qu'il faut uniquement pour que chacun puisse se développer? Mais la question est pertinente. Vous avez posé une question pertinente. Nous, chez nous, nous créons de la richesse qui n'est pas en conformité avec la masse monétaire qui circule. C'est-à-dire que nous avons une richesse qui dépasse la masse monétaire qui circule. Or, quand vous allez en Occident, vous allez par exemple aux États-Unis, la masse de dollars qui circule dépasse la richesse des États-Unis. Depuis que le quantitative easing est arrivé en Europe, la masse d'euros qui circule, parce qu'il a circulé, il a circulé dans l'économie réelle et circulé dans les marchés financiers. Cette masse-là dépasse la richesse créée par l'Europe. Donc, ils sont en dessous, ils ont une masse monétaire qui dépasse la richesse. Nous avons une masse monétaire qui est en dessous de notre richesse. Mais le minimum, c'est que les banques centrales lâchent du lest
pour qu'on rehausse quand même la masse monétaire au niveau de la richesse. Mais non, c'est dans la façon de mesurer la richesse qu'il faut réfléchir. Parce que je ne pense pas que les Occidentaux acceptent que nous avons une richesse qui dépasse notre masse monétaire. Mais donc, il faut revenir sur les mesures. Et revenir sur les mesures, c'est revenir sur à quoi sert une bourse. Ça, c'est important. À quoi ça sert une bourse? En fait, il faut qu'on rappelle aux Africains, en fait, quelle est l'utilité d'une bourse? Une bourse, pour moi, a trois branches, trois utilités. C'est-à-dire que la bourse doit permettre de mesurer la capacité d'une entreprise de créer une richesse. Ça, c'est la première utilité d'une bourse. Donner la capacité de mesurer, permettre de mesurer la capacité d'une entreprise de créer de la richesse. Après ça, la bourse doit permettre de lever des fonds pour financer les entreprises. Et quand on lève des fonds pour financer des entreprises, c'est qu'on a des titres. Et la troisième chose, c'est que la bourse aussi doit permettre que ces titres soient liquides. Quand quelqu'un a un titre financier et qu'il veut vendre, qu'il y ait de la liquidité tout de suite. Oui. Voici les trois fonctions d'une bourse. Si les bourses occidentales étaient restées sur ces trois fonctions, on n'aurait jamais eu de crise financière. Jamais. On n'aurait eu jamais de perturbations. Voilà pourquoi je salue la façon dont nos bourses de valeur commencent à progresser. Ils sont en train de se structurer, notamment la BVMAC ici voilà, en Afrique BVMAC, avec des entreprises qui commencent à lever des capitaux. Voilà. On a vu par exemple récemment la société gabonaise de réassurance lever 5 milliards de francs CFA pour financer son développement, son extension internationale. Alors là, le seul problème, c'est qu'il faudrait que la levée de fonds de nos entreprises dans nos marchés puisse se faire à des taux qui sont des taux admissibles. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, voir nos États lever de l'argent à 5%, 6%, si cet argent est levé en local, ce n'est pas grave, ça développe le pays. Mais si on doit emprunter à la Chine à 5,75, ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, rien n'explique qu'on doit emprunter à l'Europe avec des taux de 5. Non. Même si on a relevé des taux chez eux, on ne doit pas le faire. Donc, l'utilité d'une bourse, c'est important. Et les Occidentaux sont sortis de cette utilité de la bourse parce qu'en dehors de ces trois-là, ils ont créé des marchés dans le shadow banking qui font que cette utilité est perdue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives même plus à valoriser une entreprise en Occident. Tu ne peux pas donner sa valeur. Tu ne peux pas, parce que tout simplement, tous les prix sont faux. Tous les prix, tu prends le prix du loyer de l'argent, c'est faux. Les prix de taux de change, c'est faux. À partir de ces deux prix, on fabrique tous les autres prix. Donc tous les prix sont faux. Donc l'Occident est dans une forme de désordre monétaire qui risque même de s'internationaliser. C'est la raison pour laquelle maintenant nos États doivent prendre conscience que nous avons des économies saines. En dehors des économies saines, nous avons des richesses. Donc il faut qu'on bâtisse nos modèles financiers pour nous développer. On ne peut plus accepter que, et puis le FMI, la Banque mondiale, on dit que en tout cas ça ne marche pas. Ils ne trouvent pas de modèle pour nous développer. Mais on n'a qu'à trouver nos modèles pour nous développer. Alors est-ce que les BRICS ici, pour sortir, est-ce que les BRICS ici peuvent contribuer à la solution? C'est possible, mais vous savez, il faut éviter la triple guerre. Les BRICS sont déjà en guerre avec les Occidentaux et autres. Donc, si nous nous adossons complètement aux BRICS, on crée une triple guerre. Ce qu'on doit faire, c'est que nous, on peut accepter de négocier, de travailler, de commercer avec tout le monde. Mais il faut juste qu'on ait nos propres règles, nos propres bases, nos propres modèles de fonctionnement et nos propres modèles de financement. Et donc, on peut avoir une partie de nos financements autre part, mais une bonne partie de nos financements, elle doit partir de chez nous. Et c'est pour ça qu'on propose ce modèle monétaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour toutes ces précisions apportées à nos téléspectateurs pour leur permettre de comprendre les grands enjeux actuels. Et le principal enjeu dont nous avons débattu, c'est la liquidité, qui est l'argent massif qui est en cours d'injection en Occident et qui bientôt va se retrouver dans nos économies pour davantage encore créer cette toxicité finalement qui nous a servi encore davantage. Et vous nous avez éclairé là-dessus. Merci d'avoir... C'est à moi de vous remercier. Je remercie au passage aussi votre chaîne Afrique Média pour tout le travail que vous faites pour l'Afrique. C'est toujours un plaisir, quand je passe au Cameroun, d'échanger avec vous.
Si ça peut être utile pour tout le continent, pourquoi pas. En tout cas, encore merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous. Merci également à l'hôtel Cristal Palace de Douala qui nous accueille et qui nous donne donc ce cadre exceptionnel pour pouvoir échanger. On se retrouve très bientôt dans le cadre d'une nouvelle discussion. À très bientôt.